Bien, merci parce que vous venez de tout dire, donc ça va être très bref. Merci à vous et merci à Myriam de son invitation. Alors peut-être vous dire deux mots quand même de Veolia, car vous pensez tous connaître Veolia, mais les choses bougent il est beaucoup. 11h24, hein. Même règle pour tout le monde, même peine. Premièrement, nous ne nous appelons plus Veolia Environnement, donc je vous le dis, nous nous appelons Veolia tout court, pour des raisons liées à l'internationalisation de nos activités, où ça devenait compliqué d'écrire environnement, où tout le monde pensait qu'on faisait des fautes d'orthographe à l'étranger. Deuxièmement, nous avons une petite ambition qui s'appelle Ressourcer le monde, puisque telle est désormais notre baseline qui accompagne le logo Veolia. Troisièmement, nous avons 3 activités, là où nous en avions 4 autrefois, puisque nous ne sommes plus opérateurs de mobilité, puisque nous faisons peu d'activités de transport. Donc nous sommes dans l'eau, les déchets et l'énergie. Et puis, last but not least, depuis le 22 juillet, vous saviez que nous étions dans les services énergétiques en partenariat avec EDF. Donc depuis le 22 juillet, Dalkia France est une entreprise 100% EDF et Dalkia International est une entreprise 100% Veolia. Si vous explique pourquoi aussi, je ne vous parlerai pas d'exemples français, car je ne voudrais pas froisser la susceptibilité de nos partenaires, nos ex-partenaires d'EDF. 220 000 salariés, une activité qui reste profondément européenne, moins française et de plus en plus européenne. Et une activité aussi avec des clients, une évolution de la clientèle extrêmement forte. Nous étions 70% collectivité publique, 30% il y a 5 ans. Nous sommes aujourd'hui 60% collectivité publique, 40% industrielle, et nous serons l'année prochaine 50% industrielle, 50% collectivité publique. C'est aussi une vraie révolution interne, puisque bien évidemment les rapports et les relations ne sont pas tout à fait les mêmes. Peut-être réagir d'abord sur un peu notre vision, en tous les cas, de l'évolution des collectivités territoriales par rapport au développement durable. Nous pensons que tous les territoires aujourd'hui ont à faire face à 3 gros enjeux: décarboner, dématérialiser, déshydrater. Décarboner, ça va être notre sujet. C'est bien évidemment la question de la sobriété, de la lutte contre les gaspillages, mais qui est un peu le cœur quand même historique de notre métier. C'est l'appel aux énergies renouvelables. Et là, bien évidemment, notre grande force à nous, c'est de travailler sur les réseaux de chaleur que nous avons à peu près partout dans le monde, et en particulier en Europe de l'Est. C'est dématérialiser, c'est pour ça que nous sommes extrêmement partenaires et investis dans les questions d'économie circulaire, puisqu'il s'agit bien évidemment d'en faire plus avec moins, et déshydrater, puisque nous restons un acteur majeur en matière d'eau, avec que ça soit, et en particulier aujourd'hui nous travaillons beaucoup sur le recyclage des eaux usées et le dessalement d'haute mer. Mais ce qui est certain, c'est que dans notre vision aujourd'hui des collectivités territoriales, il y a 2 grandes tendances extrêmement fortes. C'est la valorisation des services courts et de proximité. C'est qu'on veut bien aujourd'hui que le pouvoir s'installe à l'intérieur des territoires dans une logique d'utiliser des ressources de proximité, des énergies de proximité, des eaux de proximité pour répondre à des besoins de proximité. Et le deuxième point, bien évidemment, c'est la synergie entre les services. C'est-à-dire, autrefois, vous aviez des déchets, vous aviez de l'eau, vous aviez de l'énergie. Aujourd'hui, grâce essentiellement aux évolutions techniques et technologiques, les choses ont complètement bougé. Des déchets, bien évidemment, nous faisons à la fois de la récupération matière, de la récupération gaz et la récupération électricité. Les stations d'épuration, qui hier étaient extrêmement consommateurs d'énergie, aujourd'hui sont à énergie positive. Donc on remet aujourd'hui dans les réseaux d'électricité, y compris en France, de l'énergie issue des bouts des stations d'épuration et des éléments résiduels des eaux usées. Nous produisons même des bioplastiques à Bruxelles à partir de ces résidus des eaux usées. Donc nous sommes dans une logique de synergie de services extrêmement forte. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre entreprise s'est désorganisée par silo pour devenir une seule entreprise qui s'appelle Veolia. C'est-à-dire que les patrons aujourd'hui pays partout ont à la fois la responsabilité de l'eau, les déchets et de l'énergie, pas uniquement dans une logique d'économie, mais dans une logique aussi de stratégie et d'évolution des villes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous par rapport au sujet dont on parle? Ça veut dire que la question de l'innovation me semble au cœur de la vision de la soutenabilité. Mais l'évolution de l'innovation ne peut pas être réduite aux évolutions technologiques. C'est des évolutions qui sont à la fois techniques, technologiques, sociales et contractuelles. Donc c'est une vision systémique, dans le fond, de l'innovation qui est en train de se faire jour. Bien évidemment, ce que l'on voit aussi, c'est que,
et ça renvoie au débat tout à l'heure sur la gouvernance, c'est que cette évolution-là n'a de sens que là où il y a une gouvernance politique et des territoires qui est extrêmement forte. Je veux dire d'abord qu'on ne peut pas limiter la notion de territoire à la notion d'organisation territoriale. Je pense que les territoires, aujourd'hui, demain, fonctionneront beaucoup plus dans une logique d'écosystème et de relation entre le monde des entreprises et le monde des territoires. Notre président-directeur général, M. Frérot, vient de faire un rapport extrêmement intéressant de l'Institut d'entreprise sur sa vision, effectivement, des territoires de demain. Il n'empêche que la question de la gouvernance des territoires et de la volonté politique est majeure. Et en France, bien évidemment, la question aussi dans l'organisation territoriale, c'est comment éviter les silos qui se sont construits, y compris à travers l'intercommunalité, et qui, dans le définitif, se télescopent complètement avec les évolutions techniques qui sont des évolutions de synergie. C'est-à-dire que si vous faites répondez à un appel d'offres sur les sujets d'eau, vous avez du mal à expliquer que vous pouvez produire de l'énergie. Si vous répondez à un appel d'offres sur les déchets, vous avez du mal à expliquer que vous pouvez en faire une source d'énergie, parce que l'organisation territoriale aujourd'hui est beaucoup trop organisée en termes de silos. En tous les cas, nous avons... Alors voilà, quels exemples je peux vous donner de discours que nous avons. Premièrement, cet exemple de Borås. Borås, ville suédoise, 130 000 habitants, un maire qui a décidé d'être complètement indépendant d'énergie fossile, ressources énergétiques de chaleur essentiellement à partir de la gestion des déchets et de la biomasse. Et il avait un grand problème qui était tout simplement, c'est la variation de température dans la journée dans une ville suédoise qui l'obligeait à faire appel encore aux énergies fossiles. Donc nous avons construit avec lui un système de thermos qui permet de stocker l'énergie aux heures creuses et de le remettre dans le réseau au moment où il en avait besoin. C'est cette solution qui a été reconnue dans Ville de Borås et Veolia comme meilleure solution énergétique par le prix Sustainia, donc qui est un prix qui est mis en place par le réseau des grandes villes, le R20, et qui a dans le jury M. Schwarzenegger, Mme voilà, d'accord, commissaire à l'énergie Corinne Garde et M. Paciori. Donc nous avons été sur cette volonté-là. Deuxième chose fondamentale, et ça revient à ce que je dis, c'est le contrat de performance énergétique. Dans les 3 minutes qui restent, c'est l'élément fondamental de l'innovation contractuelle. Vous l'avez dit, hier nous étions rémunérés sur des volumes. Demain et aujourd'hui, nous sommes rémunérés sur des performances et sur des logiques d'économie. Donc ça, les contrats de performance énergétique, c'est ce qui est aujourd'hui en train de se développer partout. J'ai encore pris un exemple suédois pour éviter de parler d'exemples français, mais il en existe beaucoup. Ce que l'on sait, c'est que, en gros, le retour sur investissement, puisqu'on garantit non seulement un niveau d'énergie, mais une économie d'énergie. Là, dans la ville dont je vous parle, à Orby, c'est en Suède, c'est moins 10% d'économie de garantie que l'on obtient grâce à une question de pilotage énergétique de l'ensemble, mais aussi grâce à des énormes actions de pédagogie, puisque dans toutes les écoles de cette ville, dans tous les bâtiments scolaires, les élèves ont la consommation en direct de l'énergie du bâtiment dans lequel ils se trouvent, ce qui est quand même une façon extrêmement, je trouve, positive de faire évoluer les mentalités. En 10 ans, vous avez un retour d'investissement, vous avez des performances qui sont garanties. Et là, monsieur qui vous occupez de partenariat public-privé, c'est là qu'on voit tout le sens du partenariat public-privé, puisqu'il y a un engagement contractuel, il y a un système d'indicateurs et un système d'évaluation de la réalité de la performance obtenue. Je vais vite. Bien évidemment, c'est qu'est-ce que l'on fait au niveau des bâtiments, quelle est la logique d'invention, mais je vais passer vite vu le temps qui me reste. Dire un mot quand même sur la précarité énergétique, ce qui est un sujet majeur, monsieur le maire tout à l'heure nous l'a dit. 10%, donc on considère qu'on est en précarité énergétique lorsqu'on a 10% de ses revenus consacrés à l'énergie, 3% pour la précarité hydrique. Aujourd'hui, on a des approches qui ont été essentiellement curatives, c'est-à-dire la question de tarification, on le voit en France à travers la loi Brottes, des approches préventives, et nous travaillons beaucoup sur les sujets, en particulier à travers les points d'information et de médiation multiservices. Mais bien évidemment, c'est l'approche anticipative qui est la plus importante et qui est sans doute un peu négligée. C'est comment rendre les logements performants afin que l'on puisse éviter les questions de surendettement. Pour ça, alors je ne l'ai pas dit, mais nous avons fait une expérience extrêmement intéressante à Varna, en Bulgarie, où tout simplement nous avons fait en sorte que les économies d'énergie liées, enfin de prêter l'argent aux habitants afin qu'ils puissent faire les travaux d'isolation sur la base d'un prix fixe, c'est-à-dire qu'on anticipait sur les économies d'énergie qu'ils avaient fait en leur permettant de financer la réhabilitation de leur logement.
Voilà. Et enfin, dernière chose, bien évidemment, c'est la question de l'économie circulaire. Nous pensons qu'entre la question énergétique et la question de l'économie circulaire sont extrêmement liées, c'est-à-dire que être opérateur d'économie circulaire, c'est être acteur de la lutte contre le dérèglement climatique. Et en tous les cas, je pense que c'est un élément fondamental. Là, simplement l'exemple d'Electrode. Alors j'en parle puisque ce n'est pas une usine de Dalkia, c'est une usine de Veolia Propreté, donc je peux en parler. 90% de diminution de la facture uniquement sur l'utilisation d'énergie renouvelable issue des déchets pour gérer à la fois en chaleur, en électricité, 40 000 foyers et 25 000 personnes à peu près en chauffage. Donc on voit bien à quel point les choses sont en train de bouger à une vitesse extrême. Et enfin, juste pour terminer, je pense qu'effectivement, dans notre combat sur les questions, d'abord, je dirais que nous sommes au croisement de l'accès aux services essentiels et des services environnementaux. Sur l'agenda international, nous sommes intéressés à la fois par ce qui se passe à la COP21, mais aussi par ce qui va se passer sur l'agenda post-2015, c'est-à-dire quels seront les engagements du millénaire et y aura-t-il un engagement en faveur de l'accès à l'énergie pour tous dans les engagements du millénaire qui sont pris par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015, qui est un élément important sur la COP et sur les questions de changement climatique. Il est évident que nous défendrons, le principe d'un prix important du carbone, de l'intégration des énergies renouvelables avec renforcer le pouvoir, bien évidemment, des énergies permanentes et pas seulement des énergies intermittentes, de ne pas oublier le chauffage lorsqu'on parle d'énergie, où les tendances du débat ont tendance à focaliser sur l'électricité et beaucoup moins sur le chauffage, et enfin sur l'efficacité énergétique, en disant que le contrat de performance énergétique et les financements à long terme sont sans doute les meilleures conditions pour permettre de régler la question énergétique, à la fois sur le plan économique, sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan social qu'il ne faut pas oublier. Voilà, merci de votre attention. Merci et bravo pour cet exposé dans le timing.